Son nom restera gravé dans l'histoire judiciaire belge. Geneviève Lermite a été euthanasiée mardi, il y a 2 jours. Une fin de vie liée à une souffrance psychologique. Cette mère de famille était devenue tristement célèbre il y a 16 ans lorsqu'elle a assassiné ses 5 enfants. Imaginez une maison banale, dans une rue tranquille de Nivelles, une petite ville de Belgique. Une maison où vivent 5 enfants, une famille sans histoire, en apparence. Une maison où l'on entend d'ordinaire les rires des enfants, le bruit des devoirs du soir, les disputes pour savoir qui aura la télécommande. Et maintenant, imaginez que dans cette même maison, en l'espace de quelques heures, tout bascule. Une mère appelle ses enfants un par un et leur arrache la vie. Nous sommes le 28 février 2007. Ce jour-là, la Belgique entière découvre le nom de Geneviève Lermite, une femme de 40 ans qui a commis l'un des crimes les plus choquants de son histoire judiciaire. Le meurtre de ses 5 enfants, âgés de 3 à 14 ans. Comment une mère considérée comme aimante et dévouée peut-elle en arriver là ? Était-elle une criminelle froide ou une femme prisonnière d'une souffrance psychologique insupportable ? Et surtout, aurait-on pu empêcher ce drame ? Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'affaire Geneviève Lermite, dans ses moindres détails. Son enfance, son couple, la naissance de ses enfants, l'isolement, le passage à l'acte, le procès, puis son choix radical. Mourir par euthanasie, 16 ans jour pour jour après son crime. Accrochez-vous, car cette histoire est aussi terrible qu'incompréhensible. Geneviève Lermite voit le jour en 1966, à Bruxelles. Ses parents appartiennent à une classe moyenne belge. On ne parle pas d'une enfance marquée par la violence ou la pauvreté. Pas de grandes blessures apparentes. Mais très tôt, Geneviève se distingue par son tempérament réservé. Elle n'est pas une enfant turbulente, ni une adolescente rebelle. Elle est plutôt discrète, effacée. Certains diront qu'elle avait tendance à passer inaperçue. Vous vous souvenez peut-être à l'école de cet élève dont on ne se rappelait pas toujours le prénom, tant il était effacé ? Eh bien Geneviève, c'était un peu cela. Ses professeurs la décrivent comme sérieuse, appliquée, mais sans éclat particulier. Elle réussit correctement, mais elle n'est pas brillante. Elle ne fait pas de vagues. Et surtout, elle a peu d'amis. Sa vie sociale est restreinte. Geneviève vit beaucoup en elle-même, développe une vie intérieure riche, mais qu'elle ne partage guère. Déjà, on peut s'interroger. Cette solitude précoce a-t-elle creusé un vide affectif qui ne sera jamais comblé ? Est-ce le point de départ d'une fragilité invisible mais profonde ? En devenant adulte, Geneviève ne choisit pas une carrière éclatante. Son parcours professionnel est flou, parfois instable. Mais sa vie bascule quand elle rencontre Bouchaïb Mokadem, un médecin généraliste d'origine marocaine. Le contraste entre eux est frappant. Lui, c'est un homme respecté, diplômé, ancré dans sa profession. Elle, une femme réservée, discrète, sans véritable reconnaissance sociale. Il se marie, s'installe à Nivelles. Lui ouvre son cabinet médical, elle devient femme au foyer. Peu à peu, leur famille s'agrandit. 5 enfants. Yasmine, née en 1993, studieuse et responsable, l'aînée. Nora, née en 1995, douce et calme. Myriam, née en 1997, vive et enjouée. Malika, née en 1999, tendre et rêveuse. Et le petit dernier, Mehdi, né en 2004, qui n'avait que 3 ans au moment du drame. Imaginez un instant le quotidien de cette maison. Les cris dans les escaliers, les devoirs à superviser, les goûters à préparer, les chamailleries, les câlins. Pour beaucoup, cela ressemble à l'image idéale d'une grande famille. Mais pour Geneviève, ce quotidien est aussi une charge énorme, car elle est seule, jour après jour, à gérer la maison et les enfants. Bouchaïb, son mari, travaille énormément. Être médecin, c'est un métier prenant, avec de longues journées, des gardes, des patients à écouter. Il n'est pas toujours présent à la maison. Geneviève, elle, vit presque coupée du monde. Pas de collègues, pas de carrière, peu d'amis. Sa vie tourne uniquement autour de son mari et de ses enfants. Et là, posez-vous la question. Est-ce qu'on peut s'oublier totalement dans son rôle de mère, au point de ne plus exister en tant que personne ? Peu à peu, elle développe une dépression profonde. Elle consulte parfois un psychiatre, reçoit des antidépresseurs, mais il n'y a pas de suivi régulier. On lui donne des médicaments, mais personne ne creuse ses pensées, son mal-être, son isolement. Et plus le temps passe, plus son état se détériore. Elle se sent prisonnière,
domestique, inutile, invisible. Aux yeux du voisinage, pourtant, rien d'alarmant. Les enfants vont bien, sont bien habillés, bien nourris, bien scolarisés. La façade est normale. Mais derrière cette façade, Geneviève s'effondre en silence. Ce qui rend cette affaire encore plus terrible, c'est que Geneviève ne passe pas à l'acte dans un excès de rage incontrôlé. Non. Elle planifie. Les jours qui précèdent le 28 février 2007, elle réfléchit. Elle choisit la date, un soir où son mari est absent, en voyage. Elle choisit l'arme, un grand couteau de cuisine. Et elle choisit le lieu, la salle de bain. Alors, est-ce la preuve qu'elle était pleinement lucide ? Ou bien la démonstration que sa maladie l'avait amenée à rationaliser l'irrationnel ? C'est une question qui divise encore. 28 février 2007, c'est dans la maison familiale de Nivelles que se déroule le drame. Le père, Bouchaïb Mokadem, est absent. Geneviève Lermite tue méthodiquement ses 5 enfants âgés de 3 à 14 ans. Elle tente ensuite de se suicider, sans succès. Le 28 février 2007. Ce mercredi soir paraît banal. Les enfants sont à la maison, comme d'habitude. Geneviève prend le couteau et elle appelle ses enfants un par un dans la salle de bain. Yasmine, 14 ans. L'adolescente sérieuse, première à passer. Elle reçoit un coup mortel à la gorge. Nora, 12 ans, suit. Même sort. Puis Myriam, 10 ans. La petite fille joyeuse, pleine d'énergie. Ensuite Malika, 8 ans. Douce et rêveuse. Et enfin, le petit Mehdi, 3 ans seulement. Un à un, ils tombent sous le geste de leur propre mère. Et là, c'est peut-être le moment le plus difficile à imaginer. La confiance des enfants, obéissant à leur maman sans se douter de ce qui les attend. C'est cette trahison de l'instinct maternel qui choque autant. Après les meurtres, Geneviève tente de se suicider. Elle essaie de se trancher les veines, mais elle survit. Alors, dans un geste d'effondrement total, elle appelle elle-même les secours. Quand la police arrive, elle dit sans détour « J'ai tué mes enfants ». Les agents découvrent la scène d'horreur dans la salle de bain. 5 corps dans un silence absolu. Dès le lendemain, l'affaire fait la une de toute la presse belge. On parle d'un infanticide de masse. Les photos des enfants circulent dans les journaux. Les voisins, les professeurs, les amis témoignent. Tous disent leur incompréhension. Comment une mère si présente, si discrète, a-t-elle pu en arriver là ? Des débats éclatent partout. Était-ce un drame de la folie ? Était-ce une vengeance déguisée contre son mari absent ? Ou un acte de désespoir ultime d'une femme piégée par son isolement ? Nous sommes en décembre 2008. Plus d'1 an et demi s'est écoulé depuis la nuit tragique du 28 février 2007. La cour d'assises du Brabant wallon, à Nivelles, se prépare à juger Geneviève Lermite, accusée d'avoir assassiné ses 5 enfants. Dès le matin, la file s'allonge devant le tribunal. Journalistes, curieux, proches des victimes. L'atmosphère est lourde. Tout le pays attend ce procès. Les bancs de la presse sont bondés, les caméras installées à l'extérieur retransmettent en direct chaque déclaration. Imaginez cette scène, un silence pesant dans la salle, brisé seulement par le bruit des plumes qui grattent les carnets des journalistes. Quand Geneviève Lermite fait son entrée, un frisson parcourt la salle. Elle est menue, presque frêle, vêtue sobrement, les traits tirés. Ses cheveux sont attachés simplement. Elle baisse la tête, évite les regards. À ce moment-là, une question s'impose. Face à vous, voyez-vous une criminelle monstrueuse ou une femme brisée perdue dans son propre désespoir ? Le président de la cour lit les charges. Geneviève est accusée de meurtre avec préméditation. Chaque enfant est nommé un à un. Yasmine, Nora, Myriam, Malika, Mehdi. À chaque prénom, la salle retient son souffle. 5 fois la douleur se répète. Interrogée, Geneviève reconnaît immédiatement les faits. Sa voix est faible, tremblante. Oui, c'est moi. Elle explique qu'elle se sentait prisonnière de sa vie, incapable de continuer. Elle parle d'un geste qu'elle qualifie de fou, mais qu'elle ne renie pas. Elle avoue avoir pensé au suicide, mais dit ne pas avoir supporté l'idée de laisser ses enfants seuls, sans elle. Alors, question terrible. Était-ce un acte d'amour dévoyé ou une rationalisation après coup d'un crime impardonnable ? L'avocat général insiste. Ce n'était pas un coup de folie. Elle a choisi la date, l'arme, le lieu. Elle a tué méthodiquement, un par un, en appelant ses enfants dans la salle de bain. Le procureur martèle que Geneviève savait ce qu'elle faisait. Il décrit la scène avec une froideur glaçante pour souligner la préméditation. Imaginez un instant les jurés,
assis face à elle, obligé d'entendre chaque détail macabre. Comment garder son sang-froid devant de tels récits? De l'autre côté, la défense plaide la folie. L'avocat explique que Geneviève souffrait depuis des années d'une dépression sévère, non traitée correctement. Il parle d'une femme isolée, épuisée, envahie par des idées suicidaires, qui a basculé dans un état psychotique. Il demande au juré de ne pas voir en elle un monstre, mais une malade. Et vous, à ce stade, comment auriez-vous tranché? Compassion ou condamnation? Les psychiatres viennent témoigner. Leur avis est partagé. Certains disent qu'elle souffrait d'une maladie mentale, mais restait consciente de ses actes. D'autres affirment qu'elle n'était plus maîtresse de son esprit, prisonnière d'un délire suicidaire. Ce flou divise la salle, et il divise encore aujourd'hui. Pendant toute la durée du procès, la Belgique est suspendue aux journaux et aux bulletins d'information. Les débats font la une. Monstre ou victime? La folie peut-elle excuser l'impardonnable? Dans les cafés, dans les foyers, tout le monde en parle. Chacun a son avis. Après plusieurs jours de débats, les jurés délibèrent. Le silence est total quand ils reviennent dans la salle. Le verdict tombe. Coupable de meurtre avec préméditation. La cour condamne Geneviève Lhermitte à la réclusion criminelle à perpétuité. Dans la salle, certains hochent la tête avec gravité, d'autres pleurent. Geneviève, elle, reste immobile, le visage fermé, comme si tout était déjà fini pour elle. Alors, qu'en pensez-vous? La justice a-t-elle eu raison de la condamner comme une criminelle ordinaire, malgré son état psychologique fragile? Ou aurait-elle dû être considérée avant tout comme une malade, incapable de discernement? Des lettres qu'elle a écrites à son psychiatre la veille des faits sont dévoilées. Elle montre une mère au bout du rouleau. J'ai des idées noires. Je sais que ce sont des idées suicidaires qui vont m'entraîner et je vais prendre mes enfants avec moi parce qu'il n'y a plus d'avenir. Ce procès a marqué la Belgique entière, mais pour Geneviève Lhermitte, il ne représentait pas une fin, plutôt le début d'une lente descente dans une culpabilité sans issue. 16 ans plus tard, cette culpabilité l'a conduite à demander, puis à obtenir, la mort par euthanasie. Condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, Geneviève Lhermitte est transférée à la prison de Forest, puis à celle de Berkendel. Le contraste est brutal. Des murs gris, des grilles, des portes qui claquent. Elle qui vivait dans une maison familiale se retrouve enfermée dans une cellule de quelques mètres carrés. Passer de la vie d'une mère de famille entourée d'enfants à un quotidien fait de barreaux, de surveillants et de solitude. Comment survivre à ça? Très vite, Geneviève sombre encore plus profondément dans la dépression. Elle parle peu, ne cherche pas à se lier aux autres détenus. Certaines l'évitent, d'autres la jugent. Le matricide dans l'imaginaire collectif est considéré comme l'un des crimes les plus impardonnables. Elle reçoit très peu de visites. Son mari Bouchaïb a refait sa vie, il s'est éloigné. La famille, marquée par le drame, ne vient pas. Geneviève est donc presque totalement seule. Est-ce là déjà une punition pire que la prison elle-même? Être enfermée avec ses propres démons, sans personne pour vous tendre la main. En prison, elle bénéficie d'un suivi psychiatrique. Les médecins décrivent une femme effondrée, rongée par la culpabilité, mais aussi prisonnière d'une forme de résignation. Elle ne nie jamais ses actes, elle les répète encore et encore, comme pour s'auto-flageller. On raconte qu'elle écrivait beaucoup, des lettres jamais envoyées, des journaux intimes où elle se débattait avec une seule question. Pourquoi ai-je fait ça? Les années s'écoulent, monotones, toutes semblables. Chaque fête des mères, chaque Noël, chaque anniversaire devient un rappel cruel de l'absence de ses 5 enfants. Certains codétenus disent l'avoir entendue pleurer la nuit. D'autres affirment qu'elle restait figée des heures entières, comme si elle s'effaçait peu à peu. Et vous, pensez-vous qu'on peut vraiment continuer à vivre après un tel drame? Ou bien, est-ce qu'à partir de ce moment-là, on ne fait qu'attendre la fin? La Belgique est l'un des rares pays au monde où l'euthanasie est légale, non seulement pour les maladies physiques, incurables, mais aussi pour certaines souffrances psychiques, jugées insupportables et sans issue thérapeutique. Il faut remplir des conditions très strictes. Souffrance constante et insupportable, absence de perspective d'amélioration, demande répétée, réfléchie et volontaire, validation par plusieurs médecins indépendants. Cette demande a été faite il y a déjà pas mal de temps, pas mal de mois. Toute la famille a accepté en comprenant bien, et ça je pense que tout le monde doit bien le comprendre, qu'elle le souffrait tout le temps, psychologiquement. Au fil des ans, Geneviève Lhermitte mûrit une décision, demander l'euthanasie. Pour elle, sa peine n'a pas de sens. Elle ne croit pas au pardon, ni pour elle-même, ni de la société. Elle vit dans un état qu'elle décrit comme une prison intérieure, encore plus implacable que les barreaux autour d'elle.
En 2022, elle introduit officiellement sa demande. Peut-on comprendre ce choix? Après tout, elle n'était pas malade physiquement. Sa douleur était avant tout morale et psychologique. Est-ce suffisant pour justifier la mort volontaire? Plusieurs psychiatres l'examinent. Tous concluent la même chose. Son état dépressif sévère et chronique. Aucun traitement ne lui apporte d'amélioration durable. Sa souffrance est sans issue. La demande est acceptée. Le 28 février 2023, 16 ans, jour pour jour après avoir tué ses enfants, Geneviève Lhermitte est euthanasiée dans un hôpital de Bruxelles. Un geste symbolique, presque dérangeant. Mourir exactement le même jour que celui du drame. Elle avait 56 ans. Pas de grande cérémonie, pas d'obsèques médiatisées. Tout se fait dans la discrétion. La nouvelle fait la une des journaux. Beaucoup s'interrogent. Est-ce une délivrance légitime? Ou un scandale, une manière de lui échapper à la peine de prison? Certains estiment qu'elle a enfin trouvé la paix, que personne ne pouvait juger de l'intensité de sa souffrance. D'autres considèrent que c'est une injustice, qu'elle aurait dû rester en prison jusqu'à sa mort naturelle en expiation de ses crimes. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que la justice devait lui refuser cette sortie? Ou bien, est-ce un droit fondamental de choisir de mourir, même pour une criminelle? L'affaire Geneviève Lhermitte reste l'une des plus marquantes de l'histoire judiciaire belge. Elle soulève des questions universelles. Jusqu'où peut mener la solitude et la dépression non soignée? Peut-on comprendre sans excuser? Et enfin, la société doit-elle permettre à quelqu'un qui a commis l'impardonnable de choisir le moment de sa mort? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve bientôt pour un nouveau dossier.